Bienvenue et merci beaucoup d'être là pour partager vos avis concernant les recommandations des 3 secteurs. Comme vous avez tous, le développement des secteurs de l'économie nationale, à savoir le secteur privé, le secteur public et le secteur communautaire, constitue une préoccupation importante et un objectif commun à toutes les parties prenantes. Dans cette optique, l'IACE a travaillé avec d'autres acteurs pour organiser des sessions de brainstorming avant les journées, afin de développer des recommandations. Donc ces recommandations-là seront présentées dans cette première partie et discutées par la suite lors de sessions parallèles dans lesquelles nous allons faire des workshops. Pour présenter les recommandations du secteur privé, j'invite 2 représentants du collège d'experts, Simon Sofzamouri, Managing Partner at KPMG, et Ayman Mtimet, Partner Advisory chez Deloitte. S'il vous plaît, messieurs. Il me semble que ce matin, Monsieur le chef de gouvernement tunisien et Monsieur le vice-ministre libyen ont été très sensibles au soutien des entreprises en général. Et par conséquent, ils étaient très sensibles au soutien des entreprises privées parce qu'ils pensent qu'il y a réellement un changement dans le monde et ces entreprises, comme toujours les entreprises tunisiennes, sont là pour soutenir l'export et pour soutenir aussi le marché local. Par conséquent, ce soutien a été discuté au sein du workshop et j'étais réellement très content de voir que nous étions à la page. En effet, comme vous savez, la clé de voûte de la croissance, de la création d'emplois, en un mot, du bonheur pour des millions de travailleurs, ce sont les entreprises. Et par conséquent, ce sont les entreprises qui créent la valeur, ce sont les entreprises qui investissent et ce sont les entreprises qui, bien entendu, soutiennent l'économie et participent à l'exportation. Au sein de ce workshop, le collège d'experts est très sensible au soutien des entreprises privées, étant donné à toutes les entreprises, parce que là, nous parlons de toutes les entreprises, quelles que soient, soit les entreprises publiques, privées, communautaires, les mutuelles, les entreprises coopératives. Toute entreprise a un rôle important au sein d'un pays. Donc, ce collège a été très sensible au soutien des entreprises devant ce changement que connaît ce monde. Ce changement, il est réellement devant nous. Tout d'abord, il y a la déglobalisation. La déglobalisation nécessite de notre part, à mon avis, une préparation, car la Tunisie était toujours un pays qui a accueilli les entreprises étrangères qui veulent investir, et ces entreprises ne viennent pas pour nos beaux yeux, elles viennent tout d'abord parce qu'il y a une proximité, il y a un environnement propice
Et il y a aussi une main-d'œuvre qualifiée, rarement qu'on trouve même dans des pays européens. Donc cette déglobalisation nécessite de notre part une préparation à ce changement, une préparation à la décarbonisation, car vous savez très bien qu'aujourd'hui, les entreprises, quelle que soit leur importance, doivent investir dans la décarbonisation. Aussi, doivent investir dans la digitalisation. Par conséquent, un soutien financier, un soutien, disons, qui leur permet d'accéder facilement au financement, qui leur aplanit pas mal de difficultés. On en a parlé ce matin, et dans le discours de Monsieur le chef de gouvernement, on a parlé de la facilité qu'il faut ouvrir avec l'administration. Donc, 3 piliers, la déglobalisation, la décarbonisation et la digitalisation, qui ont été vraiment bien étudiés par le collège des experts, et il a été, disons, décidé de présenter à votre honorable salle les décisions qui sortaient de ce collège, parce que, comme je l'ai dit, nous devons être fidèles, parce que ce n'est pas nous qui avons fait ça. Il y a un collège d'experts qui a travaillé, il y a eu beaucoup d'échanges, et par conséquent, je vous donne la synthèse. Il y a tout d'abord des difficultés d'accès au financement. Ces difficultés, il faut savoir les aplanir. Et nous avons les moyens de les aplanir. Il y a aussi la complexité administrative. Vous savez que des fois, le temps presse et nous voulons réduire au maximum ce temps parce que nous sommes dans un monde qui court très vite. Il y a aussi les contraintes réglementaires. Et je crois que le discours de Monsieur le chef du gouvernement ce matin, on en a parlé et je crois que la porte est ouverte à ce point-là. Aussi, il y a les contraintes, les capacités organisationnelles limitées, ça on va en parler, parce qu'aussi les entreprises doivent comprendre que nous ne pouvons pas accéder facilement au financement si on n'est pas préparé, si on ne présente pas des documents fiables, des documents qui pourraient encourager les bailleurs de fonds de se mettre avec nous. Et enfin, manque d'accès au marché, parce que accéder à un marché, que ce soit maghrébin, africain, européen ou américain, ça nécessite des investissements et ça nécessite des préparations. Et par conséquent, le collège des experts a estimé que c'est un point qu'il faut développer. Autour de ces problématiques que je viens de présenter, nous avons présenté des axes. Et je vais donner la parole à mon ami, bien qu'il y ait une différence d'âge, hein, mais nous sommes des amis et des... Vous êtes riche, c'est bon, sauf. Non, de loin. Fadal. Merci beaucoup. Donc, je vais essayer de présenter en fait la synthèse, les recommandations qui sont finalement autour de 3 axes. Donc, on a l'axe accès au financement, l'axe attractivité et la rétention des talents, ou l'axe du modèle économique qui réellement
nécessite lui une certaine agilité pour qu'on puisse adapter les évolutions. On n'est plus sur les modèles économiques pérennes qu'on déroule pendant 30 ans, 40 ans. Le contexte nous impose de l'être. Donc si on prend les éléments un par un, donc la partie accès au financement, il y a quelques recommandations qui ont été élaborées. Aoul Haja, je pense que tout le monde en est conscient, c'est la diversification des sources de financement. On est dans un modèle, et la plupart des PME aujourd'hui se financent par des financements bancaires. Ou d'ailleurs, c'est tout le modèle économique qui repose en grande partie sur les financements bancaires. Il n'y a pas que ça. Et c'est très handicapant aujourd'hui pour une PME de rester tributaire finalement de ce financement-là. Il y a du capital risque, il y a aussi en fait du crowdfunding, il y a pas mal d'outils qui donnent finalement en fait de la flexibilité aux différentes PME et qui permettent quelque part d'accéder à des financements, à des conditions meilleures, à des taux qui peuvent être beaucoup plus intéressants et avec justement une prise de risque qui peut être intéressante pour les PME. Donc ça, je pense, c'est un élément déjà assez important. Le deuxième élément, c'est de fournir finalement des ressources financières pour les entreprises résilientes pour qu'elles puissent continuer à se développer. Ça coûte de l'argent. On ne se rend pas compte, mais être résilient, c'est juste pas un état d'esprit, c'est des moyens qui sont mis. Et aujourd'hui, on a des fonds de relance, des fonds de restructuration, on a des garanties sur des financements, mais on a besoin de choses qui sont beaucoup plus basiques et pour appuyer justement ces structures-là. Le point self, et je sais qu'il y a des banquiers dans la salle, c'est l'adaptation dans le cadre de gestion de risque. Un corporate, une PME, c'est pas du tout le même profil de risque. Donc, en fait, dans mon appréciation du risque, quand j'ai une PME qui vient demander un crédit, je la gère de la même manière qu'un corporate, elle ne va pas être favorisée. Une PME ou une TPE, c'est pas un corporate, il y a un qui est en train d'opérer, il y a des actifs, un historique, des états financiers, des moyens de garantie. Donc on ne peut pas schématiquement traiter les gens de la même manière. Et donc on ne peut pas utiliser un même framework comme un risque pour évaluer mon risque en tant que banquier face à une PME ou face à un corporate. Donc il faut que ça soit adapté, faire les modèles de gestion de risque pour qu'on puisse les adresser de la meilleure manière. Le point rabat, c'est un peu aussi le nerf de la guerre, c'est la garantie. Un financement, en face, il y a une demande de garantie. Et pour une grande partie des PME, c'est très compliqué de fournir aujourd'hui des garanties réelles qui peuvent être adéquates. Il y a des modèles qui existent, un formidable outil, la Sotugar Liu, mais qui méritent d'être revus pour avoir des mécanismes de garantie qui soient impactants, qui soient intéressantes pour les banques. Donc, il faut que ça soit vraiment intéressant et que ça soit aussi intéressant pour les PME où il y a des modèles à l'étranger qui fonctionnent très bien et qui permettent vraiment de générer un impact important. Et puis, le dernier point, et je sais que c'est quelque chose qui est cher à Si Ahmed Karam, alors, une grande partie des dossiers de financement qui sont refusés par les établissements bancaires vient du fait que les dossiers de financement ne sont pas bien faits. Il n'y a pas des business plans qui tiennent la route, il n'y a pas des dossiers qui sont très structurés. Donc effectivement, agir sur les sources de financement, agir aide sur ce que les banques peuvent proposer, mais aide à agir sur les PME pour les accompagner en termes de montée de compétences pour donner des dossiers de financement qui soient bien structurés, qui comportent tous les éléments qui sont nécessaires et pour augmenter du coup leurs chances pour accéder à des financements et avoir les financements. Donc ça, on va dire, c'est quelques recommandations dans le cadre de la partie accès au financement. Justement à ce point, parce que pour le financement, parce que c'est un point qui a été réellement discuté largement par le Collège des experts, c'est que si on ne reconnaît pas nos problèmes, on ne pourra pas avancer. Il faut savoir que les marges au sein de nos entreprises sont des marges très serrées. En général,
lorsqu'on compare les marges des entreprises tunisiennes par rapport aux marges des entreprises, nos concurrents, elles sont réellement très faibles. Si on a des taux d'intérêt très importants, donc il faut changer de système. Parce que le taux d'intérêt, des fois, il est presque égal à la marge où il représente 50%, 40%, 30% de la marge. Or, une entreprise, tout d'abord, lorsqu'elle fait des bénéfices, on aura les workshops après pour discuter plus en détail. Oui, je termine ça. Parce qu'une entreprise, lorsqu'elle fait du bénéfice, il faut savoir que ce bénéfice n'est jamais ou rarement totalement distribué. Donc il y a une partie qui est distribuée, généralement 30-40%, et l'autre partie, elle sert à financer de l'autofinancement. Parce que lorsqu'on va demander des crédits, on demande de l'autofinancement. Donc cette problématique nécessite réellement de revoir les méthodes de financement et surtout de revoir comment on peut améliorer les marges. Voilà. Je vais essayer d'aller rapidement. Deux axes, Mzelo, donc l'attractivité et la rétention des talents. La logique de cet axe-là, c'est de se dire qu'est-ce qu'on peut faire en termes d'écosystème Lyoum pour garder les talents ou les faire revenir, et qu'est-ce qu'on peut faire à l'intérieur de l'entreprise. Au niveau de l'écosystème, je pense au Lyoum, le message clé, c'est que ces talents, cette génération de talents, elle est fondamentalement différente des générations les Sarouqbal. Donc on est Lyoum sur les générations Y, Z, Z', qui n'ont rien à voir avec le reste. Donc ils ont des besoins qui sont différents, ils sont volatiles, ils veulent avoir leur liberté, ils veulent avoir cette capacité-là à aujourd'hui, à faire beaucoup de choses. Et donc pour pouvoir leur donner cette capacité, il faut qu'ils aient des cadres agiles. À la fois pour leur permettre d'avoir des cantons de devise, où il fait pas mal de choses dans un environnement international, et qu'il ait les moyens justement en fait de faire des dépenses qui sont utiles pour lui ou pour son business, et décaler chez une proposition d'élargir le champ d'application à les cartes technologiques pour inclure même éventuellement les talents particuliers. Et puis, il faut avoir des incitations pour attirer les compétences. Il y a une logique économique. Le Maghreb, je reprends l'exemple du Maroc qui est intéressant, on a aujourd'hui des fonctionnaires publics, on a aujourd'hui on a des gens qui travaillent dans le secteur public et dans le secteur privé, qui ont fait Polytechnique, qui ont fait des grandes écoles, où ils ont des salaires intéressants. L'État, à un moment donné, a mis une politique d'incitation pour rapatrier les talents et les inciter à travailler dans le pays. C'est un truc absolument nécessaire pour pouvoir finalement rechercher les talents. Le deuxième point, le talent finalement, il n'est pas uniquement intéressé par le shahriya ou juste uniquement le salaire. C'est toute l'expérience finalement qui est intéressante pour lui. Donc avec Alech au niveau de l'entreprise, il y a toute une transformation qui doit s'opérer en termes de chemin de carrière, en termes des modes de travail. Les modes de travail flexibles, à distance, etc. Mais il apporte la valeur ajoutée qui est nécessaire. Et avoir finalement un intéressement qui peut être monétaire ou non monétaire, mais tout le message, c'est qu'aujourd'hui, il faut créer une expérience pour le collaborateur. Le salaire, il peut l'avoir. C'est les perspectives et c'est l'expérience qu'il peut avoir dans l'entreprise. Le dernier point, et je termine par ça, c'est l'ingénierie du modèle économique. Pour être résilient, il faut pouvoir être flexible. Et la flexibilité, elle a un coût, là aussi, et ça coûte de l'argent. Pour plusieurs raisons. Un, il faut anticiper, donc il faut avoir accès à l'information, et ça coûte. Et le deuxième point, pour être aussi flexible et pouvoir aider à se restructurer, il faut avoir les compétences, accéder aux compétences pour pouvoir le faire.
Et aujourd'hui, les PME, en tout cas toutes les PME, n'y ont pas forcément accès. C'est très problématique. On ne peut pas demander, le PME, il faut revoir ton modèle économique, qu'elle ne les tendances du marché, qu'elle ne peut pas accéder à la data les associations professionnelles, ou qu'elle ne fait pas la gouvernance ou à l'extérieur, qui l'alerte ou qui la conseille pour lui dire il est impératif aujourd'hui de commencer un changement dans le modèle économique. L'étape, c'est déjà trop tard et on est en difficulté. Donc, on a réfléchi à mettre en place un fonds d'incitation pour le développement, la restructuration des entreprises. Il y a eu des expériences, ça a donné des résultats. On peut s'en inspirer et les améliorer, mais en tout cas, je pense que c'est important. Il faut avoir en fait des cadres agiles pour permettre justement aux entreprises de rebondir. Najm Al-Koun, une entreprise totalement nationale, Rodois, elle fait uniquement de l'export, donc elle est totalement offshore. Il faut avoir des cadres agiles pour les entreprises et il faut surtout avoir des mécanismes souples d'alerte. À la khater, si l'entreprise n'est pas consciente elle-même des difficultés légères, il faut qu'on puisse, à travers les données sur le marché, les données MTH, l'alerter. Le dernier point qui est plus interne à l'entreprise, deux messages clés, la gouvernance. Beaucoup de PME, l'UM, sont soit des PME familiales, ou elle a auto-centrée, ou elle a très fermée sur elle-même. Or, si on ne s'entoure pas des compétences l'UM et si on ne s'ouvre pas en termes de gouvernance, on ne peut pas non plus avoir justement les bons signaux de marché. Donc, il est important d'avoir une gouvernance ouverte, d'avoir des experts, d'avoir des gens externes qui sont dans les institutions de gouvernance des entreprises. Ça, c'est un point important. Et puis, la technologie, on le dira suffisamment, on le dira jamais assez. La technologie, elle nous permet d'accéder déjà aux données, d'avoir de l'aide à la décision et de pouvoir justement faire cette veille économique et puis anticiper, faire des simulations, faire des modèles. Mais là aussi, encore une fois, ça coûte. Ça coûte de l'argent, les PME n'ont pas toujours les moyens de le faire. Et donc, du coup, il faut créer des mécaniques qui permettent d'inciter ou de subventionner ou d'accompagner les PME qui veulent implémenter ce genre d'outils pour accéder à l'information et améliorer la prise de décision. Voilà. Je crois qu'effectivement, il faut dire que le collège d'experts a proposé de créer un fonds de soutien pour cette proposition. Parce qu'on a dit, c'est vrai, l'entreprise a besoin de soutien externe pour se mettre sur l'orbite des demandes extérieures et pour être sur l'orbite des entreprises concurrentes internationales. Et par conséquent, il faut essayer de créer des mécanismes. Je crois que les présents connaissent l'importance de ce point qui est aussi important que le financement. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, messieurs. Simone, Sof, Ayman, merci beaucoup pour ces recommandations. Donc, je vous rappelle que toutes vos idées, tout sera discuté en détail lors des workshops parallèles qui suivront cette plénière. Maintenant, je me retourne vers vous, si Mohamed Ben Abid. J'aimerais écouter vos réactions par rapport à ces recommandations, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Je voulais vous remercier déjà pour ces recommandations. Aussi le collège, en fait, d'experts qui a travaillé sur les recommandations. En fait, là, il y a des recoupements. Le constat, il est là. Nous aussi, dans le cadre de nos travaux de la mission du ministère de l'économie et de la planification, on a débuté déjà en mars 2024, il y avait la nomination d'un secrétaire d'État auprès des PME qui est actuellement le ministre de l'économie et de la planification, M. Samir Abdelhafid, qui a travaillé sur la mise en place d'une stratégie pour la promotion des PME. Cette stratégie, la conception de cette stratégie était déjà de consulter le secteur privé
Donc, on a fait des entretiens. Monsieur le ministre a appelé tout l'écosystème privé, les organisations patronales, donc les organisations professionnelles et bien évidemment des associations qui représentent les PME aujourd'hui. On sait tous que la PME, c'est 90% de l'économie tunisienne. Si on compte aussi les très petites entreprises, là c'est important de parler de cette catégorie qui représente la quasi-totalité de notre tissu économique, qui est vraiment la colonne vertébrale de l'économie tunisienne. Donc on a fait presque le même constat et on a rédigé un document dont on a présenté, monsieur le ministre a présenté devant un conseil des ministres. C'est les éléments d'une stratégie qui repose également sur 6 axes. Les 6 axes, on trouve déjà parmi les 6 axes vos 3 axes. Donc déjà, on a pensé, et c'était vraiment le feedback du secteur privé, qu'aujourd'hui, on devrait revoir le cadre réglementaire et cadre de gouvernance institutionnelle des PME. Aujourd'hui, en Tunisie, malheureusement, on n'a pas une définition unique de la PME. Donc déjà, pour le ciblage des mécanismes et du financement, on trouve des difficultés. Aujourd'hui, on a une définition qui se base sur le critère social, le nombre d'employés, mais aussi sur des critères économiques, notamment la définition des marchés publics, de la législation des marchés publics, la commande publique. Pour le total bilan, la loi d'investissement qui stipule que les entreprises inférieures à 15 millions de dinars sont des PME. Donc je pense qu'aujourd'hui, il est nécessaire d'unifier la définition de la PME et d'aller... après tout, on a aussi fait un benchmark international et on a vu qu'il faut faire ou mettre en place une définition multicritère, c'est-à-dire à la fois sociale et bien évidemment, je vous donne un exemple, les États-Unis travaillent, c'est la nomenclature des activités, c'est-à-dire chaque activité, ils ont une définition spécifique d'une PME. On ne va pas aller jusqu'à là, donc, mais je pense qu'aujourd'hui, il est très important de mettre une définition unique des PME. Bien évidemment, pour tout ce qui est cadre institutionnel, un premier atelier, donc en fait l'élaboration de cette stratégie va se faire à travers des ateliers thématiques qui seront focalisés sur les 6 axes. Donc le premier atelier vient d'être tenu, c'était le 29 novembre dernier, et c'était justement consacré pour le premier axe, la première thématique, qui est le cadre réglementaire. Donc aujourd'hui, la question a été posée au secteur privé et public, parce que cet atelier a pris la forme d'un dialogue public-privé. Est-ce qu'aujourd'hui on a besoin d'une loi spécifique aux PME ou tout simplement travailler sur une loi transversale? Et vraiment la réponse était on doit travailler sur une loi transversale. Il y a plusieurs problèmes aujourd'hui, on va dire des défis que rencontrent les PME tunisiennes. Donc, justement, le deuxième axe, c'est l'accès au financement. C'est vrai, ça revient toujours. La majorité des PME parlent de la difficulté qu'ils trouvent pour accéder au financement, essentiellement bancaire. Là, je fais toujours ce message. J'espère que les banques fassent beaucoup d'efforts pour le financement des PME. Il y a aussi le financement en equity et les financements alternatifs, notamment le crowdfunding. Donc, notre troisième atelier sera consacré à cette thématique d'accès au financement. Pour le troisième axe, c'est en fait l'accès aux ressources non financières
et l'accompagnement des PME. En général, on a fait un inventaire de tous les mécanismes dont le gouvernement a mis en place ces dernières années, mais vraiment, peut-être une évaluation aujourd'hui sera importante pour voir est-ce que ces mécanismes étaient vraiment efficaces et ils ont ciblé les PME. Donc, l'offre d'accompagnement aujourd'hui, on a des programmes et des mécanismes pour encourager l'entrepreneuriat. Mais je pense, après que le porteur d'idées se transforme, ou ça y est, il va créer son entreprise et il devient vraiment promoteur, il se trouve livré à soi-même. Donc là, on doit mettre en place des programmes d'accompagnement post-création, surtout dans la phase critique et les 3 premières années de la création d'entreprise. Juste rapidement, il y a un axe sur l'internationalisation et l'intégration dans les chaînes de valeur mondiales. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des opportunités sur notre continent africain. Il faut aider ces PME, les accompagner pour qu'ils puissent donc accéder à ces marchés. Notamment l'accès aux marchés en Tunisie, notamment, et on était vraiment très satisfaits d'avoir la révision de la loi relative au marché public, ce qui va permettre aux PME d'accéder à la commande publique. Et bien évidemment, on va traiter également dans le cadre de cet axe donc la concurrence sur le marché et la loi sur la concurrence. Juste les 2 autres axes, ça reste l'innovation. Donc là, on revient à parler sur l'ingénierie et le modèle économique. Aujourd'hui, je pense que la Tunisie, on devrait avoir le statut de société par action simplifiée, l'SAS. Ça répond en partie aux problèmes structurels et de gouvernance à l'intérieur au niveau des entreprises, parce que c'est aujourd'hui en France, par exemple, je pense que la majorité des startups, c'est des SAS. Donc c'est important aujourd'hui de mettre en place ce cadre réglementaire pour les PME. Bien évidemment, pour les signes précurseurs, oui, il faut avoir un mécanisme d'alerte précoce pour anticiper et éviter tout ce qui est résolution de l'insolvabilité et passage donc à une résolution judiciaire. Donc c'est en gros les 6 axes. Donc on trouve ici un petit peu le constat, il est là, et on est en train d'élaborer donc cette stratégie nationale pour la promotion des PME à travers ces axes. Donc juste pour le dernier axe, c'est aussi un axe dédié à l'innovation, mais aussi à l'économie verte, l'économie bleue et l'économie circulaire. Donc c'est un petit peu aider les entreprises à s'inscrire dans un développement durable, voilà, et promouvoir donc notre économie on veut aujourd'hui créer cette économie à haute valeur ajoutée, et bien évidemment ça se fait aussi à travers l'attraction des talents. On a discuté dans les assises de l'innovation et vous étiez là avec nous, donc un travail qui se fait en parallèle, il y a beaucoup de chantiers, donc aujourd'hui c'est important de parler qu'on pense à nos talents, on veut retenir nos talents et attirer des talents d'autres pays, notamment le concept du nomade digital. Oui, je sais que ça vous tient à cœur, donc ces concepts. Surtout l'attraction des talents, parce que oui. c'est tout à fait normal que les talents bougent dans le monde. Oui. Et je pense qu'un pays, il faut qu'il soit capable d'attirer des talents. Sa propre diaspora, mais aussi des talents étrangers. Oui. Ça, c'est mon avis, vous le connaissez. Donc là, je vous invite à participer activement, tous, secteur privé. On a invité donc tous les représentants du secteur
privé dans le cadre de ce premier atelier, le 29 novembre. Mais le prochain atelier, ça sera en début janvier. Il sera consacré à la thématique de l'internationalisation et l'intégration dans les chaînes de valeur mondiales. Et fin janvier, donc on va s'attaquer à la thématique de l'accès au financement. J'espère qu'on trouvera des mécanismes donc, adéquats pour nos PME, déjà pour promouvoir l'entrepreneuriat, mais aussi sauver notre tissu actuel. Merci beaucoup, Si Mohamed. Là, comme on aura les workshops par la suite, si vous avez des idées de comment financer ces PME innovantes, je vous appelle à les partager avec nous lors du workshop dédié au secteur privé. Je vais vous lire maintenant les recommandations pour le secteur public. Et je passerai la parole à Si Chokri Hatin pour nous donner son feedback là-dessus. Donc ça, c'est le travail qui a été fait dans le cadre du collège d'experts concernant le secteur public. Alors, concernant le premier axe de transition de l'entreprise publique à l'entreprise à capital public, restructuration économique et la liberté d'entreprendre, la recommandation principale est de supprimer la tutelle ministérielle des entreprises publiques en créant une agence de participation publique chargée d'assurer l'accompagnement stratégique de leur développement et la supervision de leur gestion. Le deuxième axe est d'encourager l'entrepreneuriat public, révision de la rémunération dans les entreprises publiques et la recommandation principale et de revoir le système de rémunération des managers, fixer une règle de contrôle des salaires et des primes tenant compte de l'évolution des performances, de la productivité et de l'inflation, et de diffuser ce programme auprès des institutions publiques après leur structuration. Le troisième axe, qui est le renforcement de la transparence, la redevabilité et la protection des managers, renforcement du rôle des conseils d'administration. Les deux recommandations principales sont de divulguer les rapports d'activité et les états financiers et la mise en place des mécanismes d'incitation et de veille. Bien évidemment, encore une fois, ces recommandations vont être discutées lors des workshops qui vont suivre cette plénière. Et j'invite Si Chokri à nous donner son feedback par rapport à ces recommandations. Shukran, yatik saha. Alors, la première question, c'était, je crois, à propos de l'agence de participation de l'État. Le constat en Tunisie, c'est qu'il y a une fragmentation de la fonction de tutelle sur les entreprises publiques. À titre d'exemple, au niveau de la présidence du gouvernement, il y a au moins 4 structures qui sont en charge des entreprises publiques. Il y a l'unité de suivi de l'organisation des entreprises publiques, l'unité de suivi de la productivité, la direction générale de privatisation, peut-être aussi le comité des contrôleurs d'État, sans tenir compte des structures de tutelle sur les entreprises publiques au niveau des ministères sectoriels et sans tenir compte également des corps de contrôle, à savoir donc le comité des contrôleurs d'État, le contrôle général des services publics, le comité de contrôle financier ou CGF, le contrôle de domaine de l'État, les inspections départementales, tout ça, ça intervient dans le contrôle et puis le contrôle des entreprises publiques. Mais où est-ce qu'on est au niveau de la performance de ces entreprises-là? Sincèrement, la situation elle ne s'est pas améliorée, elle s'est plutôt un peu dégradée depuis 2011, la situation financière des entreprises publiques. Et je crois que c'est une question de gouvernance en premier lieu qu'il faut résoudre. Sur 2 plans. Le premier plan, c'est la relation État-entreprise, comment redéfinir cette relation entre l'État et les entreprises publiques. La deuxième chose, c'est la question de gouvernance interne des entreprises publiques.
Et c'est dans le cadre de cette, disons, relation ou redéfinition de la relation entre l'État et les entreprises publiques que s'insère cette question d'agence des participations de l'État et comment donc centraliser la question de tutelle sur les entreprises publiques dans une seule et unique unité ou direction générale ou comment, je ne sais pas comment est-ce qu'on va l'appeler. Mais est-ce que la solution c'est réellement de créer cette agence de participation de l'État? Est-ce qu'en créant une agence de participation de l'État, on va nécessairement améliorer la gestion, on va améliorer la performance des entreprises publiques? Dans la littérature sur la gouvernance des entreprises publiques, dans les expériences comparées également à l'échelle internationale, il n'y a pas uniquement l'idée de créer une agence de participation de l'État. Il se peut que ça soit peut-être une instance de coordination entre les différents intervenants sur la tutelle des entreprises publiques. Ça peut être un holding qui va gérer toutes ces entreprises publiques-là. Donc il n'y a pas un modèle prêt à employer pour gérer ces entreprises publiques et centraliser donc la gestion des entreprises publiques et leur gouvernance. Toutefois, donc, j'affirme que nous sommes toujours conscients qu'il faut créer une structure centrale à l'échelle gouvernementale qui va gérer ces entreprises publiques-là. Mais cette création d'une agence de participation de l'État ou je dirais cette structure centrale doit être accompagnée par d'autres réformes au niveau de la gouvernance interne des entreprises publiques et notamment au niveau des conseils d'administration de ces entreprises-là. Parce qu'un conseil d'administration, in fine, ce n'est pas une caisse d'enregistrement, ce n'est pas un administrateur qui va toucher à la fin de l'année des jetons de présence. Le conseil d'administration, on doit lui donner ses lettres de noblesse. Comment ça? C'est à travers une sélection des meilleurs éléments pour représenter l'État au niveau du conseil d'administration, en recomposant ces conseils d'administration, en leur donnant la possibilité de prendre des décisions, parce qu'actuellement, les décisions du conseil d'administration ne sont pas exécutables immédiatement, mais il faut revenir toujours à la tutelle pour approuver les décisions du conseil d'administration, alors que le représentant du ministère de tutelle ou bien le représentant du ministère des Finances, il était là au niveau du conseil d'administration, chose qui ne peut pas continuer. Nous sommes tout à fait conscients également qu'il faut séparer également la fonction de direction générale et de présidence du conseil. Le conseil a une fonction de contrôle sur la direction générale. Il n'est pas là donc pour gérer l'entreprise, mais pour contrôler la direction générale. Il y a également les questions d'appuyer les conseils d'administration des entreprises publiques par des comités spécialisés, comme le comité permanent d'audit, comme le comité stratégique, le comité des risques. Tout ça, c'est pour améliorer la performance et le rendement des conseils d'administration en parallèle avec cette question de redéfinition du rôle ou de la relation État-entreprise publique. Ça, au niveau de la question de l'agence des participations de l'État. Au niveau de la rémunération des PDG également, nous sommes en train de travailler sur cette question de rémunération qui soit un peu variable. Il y a une partie fixe, une partie variable et une partie variable qui va être donc tributaire de l'atteinte de certains objectifs, de certains KPI et de certaines performances. Nous avons commencé par institutionnaliser un mécanisme de contractualisation entre l'État et les entreprises publiques à travers la circulaire du chef du gouvernement numéro 31 de 2023 qui a, je ne dis pas institutionnalisé, mais qui a redynamisé la question de contractualisation entre l'État et les entreprises publiques à travers les contrats de performance.
Ces contrats de performance-là vont servir dans l'avenir à définir la partie variable des PDG ou des directeurs généraux des entreprises publiques. Et en ce qui concerne la divulgation de l'information financière, nous sommes tout à fait conscients qu'il y a cette question qu'il faut un peu développer en concernant la divulgation de l'information financière, en respectant la loi 52 de 2018 et la circulaire du chef du gouvernement de 2020 concernant la transparence de l'information financière. Mais à mon avis, le problème, c'est il faut le poser un peu autrement, c'est au niveau de la question de préparation des états financiers au niveau des entreprises publiques. Parce qu'actuellement, ce qui fait défaut, ce n'est pas la divulgation de l'information financière ou la publication des états financiers des entreprises publiques, parce que si on revient un peu au registre national des entreprises, on trouvera que 80% ou plus des entreprises publient leurs états financiers, mais le problème, c'est que la publication des états financiers, par exemple, aujourd'hui en 2024, on va trouver que peu d'entreprises publiques ont arrêté les états financiers de 2023. C'est ça le problème. Donc il faut travailler un peu plus vers cette question, comment trouver des solutions pour que les entreprises publiques préparent leurs états financiers à temps, tels que définis dans la réglementation tunisienne. Voilà. Vous pouvez mettre ça comme objectif de rémunération aux managers. Comme ça, ils seront obligés de le faire. Bah oui, si vous allez changer le système de rémunération des managers, vous leur dites pourquoi être payé, il faut publier vos états financiers. Donc merci beaucoup, Si Choukri Hassine. Maintenant, on va passer au secteur communautaire et j'appelle l'expert Si Yassine Slema pour nous présenter les recommandations. Merci. Bonsoir à tous, merci Inès. Alors, comme annoncé, je vais vous présenter les résultats ou encore les recommandations de l'axe communautaire dans le but du développement communautaire ou encore des entreprises communautaires en Tunisie. Mais avant tout, on va partir d'un constat d'abord. Donc le constat, c'est qu'on vit aujourd'hui dans un monde en changement perpétuel, un bouleversement majeur ou encore des bouleversements majeurs sur le plan politique, sur le plan technologique. Il y a aussi des bouleversements sur le plan économique et sociaux, bien évidemment. Aussi, on a des défis quand même croissants sur le plan économique, sur le plan social, environnementaux. Et le plus important, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas encore arrivé à satisfaire les besoins de notre communauté. Bien évidemment, il y a aussi des enjeux. Aujourd'hui, on a le chômage, on a tout ce qui se rapporte à l'exclusion, la pauvreté, et il y a aussi des enjeux environnementaux, tels que la pollution, le réchauffement climatique. Pour cette raison, nous avons besoin d'un nouveau modèle de développement axé sur l'investissement et sur la création de richesses. D'où la nécessité ou encore l'importance de l'axe communautaire ou encore de l'entreprise communautaire dans le cadre de ce qu'on appelle aujourd'hui l'entrepreneuriat collectif, comme ça a été annoncé ce matin par le chef du gouvernement. Bien évidemment, pour que ce modèle ou encore pour que ce modèle réussira aujourd'hui en Tunisie, il faut allier le côté social ou encore sociétal et le côté économique. Un modèle qui est aujourd'hui très recherché, alliant création de richesses, ancrage local et implication citoyenne. Pour concrétiser ce modèle,
ou encore pour voir aujourd'hui l'état d'avancement de ce modèle en Tunisie et est-ce que ce modèle s'adapte à l'environnement ou encore au contexte tunisien, nous avons élaboré une étude, bien évidemment. Cette étude, ou encore une analyse basée sur une analyse qualitative. Donc nous avons essayé d'entretenir avec des entrepreneurs du monde communautaire. Nous avons aussi entretenu avec des parties prenantes ou encore des représentants des parties prenantes. On a analysé, bien évidemment, des données et on a essayé de recenser les préoccupations des entrepreneurs et nous avons adressé des recommandations à ces derniers. Alors, du côté entrepreneur, les entrepreneurs ont appelé, je précise aussi qu'il s'agit de recommandations qui émanent des entrepreneurs et des parties prenantes. Donc, les entrepreneurs ont appelé à renforcer d'abord la sensibilisation. Ils ont appelé aussi à la simplification des procédures juridiques et à la diversité économique. En ce qui concerne les parties prenantes ont appelé à consolider le cadre juridique. Aussi, ils ont appelé aussi à l'accès au financement et à l'amélioration du système fiscal. Si on va vraiment dans les détails de ces recommandations et on reprend un peu le renforcement, qu'est-ce qu'ils veulent dire par renforcement de la sensibilisation, ils appellent à mettre en place des programmes de formation ciblés pour les initiateurs de projets communautaires dans le but de renforcer leurs compétences en matière de gestion, en matière de conception de projets et en matière de développement économique, surtout que les entreprises communautaires sont destinées ou encore prennent en considération les spécificités régionales et locales. Deuxième recommandation, la simplification des procédures. Vous savez très bien que l'entrepreneur, lors du démarrage ou encore quand il décide de s'orienter vers l'entrepreneuriat, il a toujours du mal à débuter toute démarche administrative. Et c'est pour cette raison que, parmi les recommandations proposées, la simplification des procédures à travers l'élaboration d'un guide unifié. Donc, et là, il demande de développer un guide complet qui détaille toutes les étapes de la création des entreprises communautaires. Ils ont appelé aussi à créer une plateforme en ligne pour la centralisation des informations et les démarches administratives. Troisième recommandation, la diversité économique. Et là, ils appellent à favoriser l'expansion des activités au-delà de l'agriculture. Bien évidemment, si on va chercher un peu dans les chiffres, nous allons remarquer que la majorité aujourd'hui des entreprises communautaires qui ont été créées sont dans le secteur agricole. Donc c'est pour cette raison qu'ils appellent à favoriser l'expansion de ce type d'entreprise dans le domaine, par exemple, touristique ou autre. Deuxième point, toujours dans la diversité économique, mettre en place des incubateurs pour aider les jeunes entrepreneurs à développer des idées innovantes qui répondent bien évidemment aux besoins locaux. En ce qui concerne les parties prenantes, donc ils appellent à une consolidation du cadre juridique à travers la révision de la législation, par exemple sur l'exploitation des terres agricoles, qui pose aujourd'hui un problème majeur face à la création de ce type d'entreprise. Deuxième point, l'accès au financement. Encourager les banques à proposer des prêts à des conditions avantageuses, telles que la réduction des taux d'intérêt ou encore l'allègement des périodes de remboursement. Jusqu'à aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des conventions qui ont été signées avec le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle, mais 6 conventions, je pense, avec des banques, des institutions bancaires,
Mais aujourd'hui, nous avons seulement la BTS qui a commencé à financer. Donc, appel aux autres banques de s'investir dans ce genre d'entreprises communautaires. Troisième point, amélioration du système fiscal, bien évidemment, à travers la clarification des détails des avantages fiscaux accordés aux entreprises communautaires et assurer leur application effective. Tout cela dans le but, bien évidemment, d'assurer une meilleure compétitivité et une meilleure viabilité économique de l'entreprise communautaire et de l'entrepreneuriat collectif. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Yassine, pour ces recommandations. Madame la secrétaire d'État, je me retourne vers vous pour écouter vos réactions par rapport à ces recommandations, s'il vous plaît. ميرسي بوكو. شكرا على الاستضافة. شكرا ياسيو على المجهود اللي تقوم به من أجل كل أنواع المؤسسات في تونس. الدولة التونسية منذ 1846 عندما أعلن أحمد باي عن إلغاء الرق والعبودية ما زالت إلى اليوم بقيادة الأستاذ الرئيس قيس سعيد تمارس دورها في تقدير الذات الإنسانية ودورها الاجتماعي عبر عديد المبادرات من أجل تركيز الدولة الاجتماعية بل الدولة الاجتماعية العادلة. تكريسا لهذا الهدف بادر الرئيس قيس سعيد سنة 2022 بتقديم مشروع الشركات الأهلية، وذلك للحد من التشغيل الهش أو ما يسمى بالعبودية المقننة. ما هي الشركات الأهلية؟ هي كل شخص معنوي تحدثه مجموعة من أهالي الجهة يكون الباعث على تأسيسها تحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات من خلال ممارسة جماعية لنشاط اقتصادي، وتتمتع الشركات الأهلية بالشخصية القانونية. ينظم عمل الشركات الأهلية وتأسيسها إطار قانوني يتمثل في المرسوم عدد 15 المؤرخ في 20 مارس 2022 والأمر الرئاسي عدد 498 المؤرخ في 19 ماي 2022. الشركات الأهلية هي نموذج اقتصادي يقوم على المبادرات الجماعية من خلال تقديم جملة من التصورات وتطبيقها في شكل مشاريع وشركات أهلية محلية وجهوية تتماشى مع خصوصيات الجهة الديمغرافية، الجغرافية، المناخية، الثقافية. أبرزت الشركات الأهلية يعني قوة كبيرة في التأقلم مع خصوصيات الجهات هذه. اليوم في 90 يوم أنا اللي توليت فيهم مهمة كاتب الدولة لدى وزير التشغيل مكلف بالشركات الأهلية، عمري ما لقيت مشكل اسمه البلاصة هذه ما يمشيش فيها مشروع كما كنت نسمعها قبل ديما تسمع احنا نحبوا نعملوا مشاريع لكن البلاصة هذه راهو ما يجيش فيها مشروع، ما ينجحش فيها مشروع. أنا المشكلة هذه الحقيقة ما لقيتوش في الشركات الأهلية لأنها فعلا قادرة على التماهي والتماشي والتأقلم مع كل خصوصيات الجهة بمختلف يعني مكونات اللي قلتها سابقا. وأكبر دليل أني وصلت الشركات الأهلية إلى أقصى البلاد التونسية من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، وآخر تجربة كانت لي وإن شاء الله باش تكون تجارب أخرى مماثلة في منطقة اسمها القصبة سيدي مخلوف ولاية مدنين. المنطقة هذه كي مشيت لها أنا ما كنتش نتصور إنه عندنا في تونس مناطق مهمشة بالطريقة هذه. المنطقة هذه يحكيوا لي قالوا لي منذ نشأتها معناتها منذ توجدت يعني كمنطقة في تونس ما تعاملتش فيها حتى حتى عطرية. يعني عديد المحاولات عديد المبادرات لإنشاء مؤسسات اقتصادية بعد يقولوا لهم البقعة هذه راه ما ينجح فيها حتى شيء. اليوم فيها أكبر شركة أهلية للصيد البحري بسيدي مخلوف ومازالت كي تأسست ومازلنا نعملوا بجد على تطويرها من خلال عديد التصورات من خلال عديد الأفكار.
والشركة هذه إن شاء الله باش تكون من الشركات المصدرة. عندنا شركة في رجيم معتوق، رجيم معتوق يقولوا احنا طلع لنا كان سيادة الرئيس والجيش، واليوم عندهم شركة أهلية مراعي رجيم المختصة في تصدير وبر الإبل، وباش تكون فيها دي زونيتي دو برودكسيون دو ترانسفورماسيون دو برودوي ليتيي وكي سون ديستيني à l'exportation. عندنا عديد الأماكن اللي ما تتخيلوش أنه يكون فيها مشروع نجحوا الشباب الجهة في أنهم يكونوا شركات أهلية. الشركات الأهلية هذه وقت اللي تولينا المهمة عملنا مخطط عمل وتصور، كان عندنا تصور، والتصور هذا بالطبيعة منفتح على جميع الاقتراحات والتصورات الأخرى وقابل للتطوير. عملنا خطة اتصالية تتمثل أولا في الاستقبال واللقاءات المباشرة باش نسمعوا الباحثين اللي عندهم تصورات، نحاولوا تطوير الأفكار متاعهم ونشوفوا مخططات الأعمال متاعهم مدى ملائمتها لخصوصيات الجهة. عملنا يعني على مرافقة الباعثين أثناء التأسيس وأثناء بداية الإنجاز عن طريق التنقل مباشرة إلى المشاريع هذه، متابعة مختلف مراحل الإنجاز متاعها. وهذه بادرة معناتها الأولى معناتها من نوعها يعتبروها الباعثين، يقول لك أول مرة نتلقاو مرافقة لصيقة بالطريقة هذه. يمكن صارت مبادرات جماعية قبل وما نجحتش على خاطر ما كانش عندها اللي ينقصنا في تونس حاجة نحن نحكيو عليها برشا ما نعملوهاش، اللي هي المرافقة والإحاطة للمؤسسات الاقتصادية هذه. لازمها المرافقة وإحاطة حقيقية، مش بالكلام، مش في الندوات، مش في المنتديات، لازم تكون على أرض الميدان ونمشي ونتنقل ونشوفوا مدى ملائمة المشاريع هذه لمختلف عناصر الدراسة ومختلف عناصر مخطط الأعمال. لخاطر أنت اليوم وقت اللي يجيك مخطط الأعمال وفيه رونتابيليتي وتخليه هو يكمل وحده، ما تعرفش معناتها هو احترم مخطط الأعمال هذاك ولا ما احترموش، ما تنجمش تقول اليوم عنا شركات أهلية باش تكون عندها رونتابيليتي في المستقبل وتكون ناجحة وتكون مستدامة. عندنا المرافقة ما بعد الدخول طور النشاط عن طريق مكاتب التشغيل اللي تقوم بالتنقل بصفة شهرية وتعاين مختلف الحاجيات متاع الشركات هذوما، يعني بور ايدنتيفي لي بيزوان نتاع الشركه هذه، واحنا نتدخلوا اذا كان عندهم معناتها احتياجات في التكوين، احتياجات على خاطر احنا نعرفوا انه كل المشاريع وكل المشاريع مشاريع الشركات الاهليه راهي المرافقه والمتابعه نتاعها تختلف من مشروع الى اخر، تختلف يعني من مشروع صغير الى مشروع متوسط الى مشروع كبير. دونك احنا عندنا على ذمتهم فريق كامل لتحديد احتياجاتهم من التكوين والمرافقه حتى ما بعد الدخول طور النشاط. احنا اليوم زاد بصدد تحضير المتجر الالكتروني الاهلي من اجل تعريف منتوجات الشركات الاهليه، وباش نعاونوهم يطلعوا في نسبة الربح نتاعهم، وبالطبيعة تكون نفتحوا لهم المجال انهم يقوموا بتوسعة في طريقة آمنة وبطريقة يعني تضبط وتضمن ديمومة الشركات هذه. هذه فيما يخص المرافقة اللي في الريكومنداسيون جات. فيما يخص المجالات الأخرى اللي دخلنا فيها هي مجال تحسين المجال التشريعي بالنسبة للشركات الأهلية اللي نعرفوا أنه ملف جديد عنده خصوصيات معينة بارفوا معناتها يتعارضوا مع هو موجود بالنسبة للمناخ الاستثماري في تونس. تدخلنا على معناتها وقمنا بعديد الاقتراحات تنقيح بالنسبة للشركات الناشطة في المجال الفلاحي. قمنا بمبادرة لتنقيح القانون المتعلق بالأراضي الدولية الفلاحية. بالنسبة في قطاع النقل قمنا بمبادرة لتنقيح قانون اللزمات والقانون المتعلق بمجال النقل البري. زاد بالنسبة للشركات الأهلية عندنا تدخل في مجال التمويل، وقع الترفيع في التمويل من 300,000 دينار إلى 1,000,000 دينار، ونحن بصدد يعني التحاور نيغوسياسيون مع البنوك، مع 6 بنوك اللي هما منخرطين معنا باش يقع خلق خطوط تمويل جديدة للشركات الأهلية، وهذا زاد ما تعرضنا له توا في الريكومنداسيون.
بالنسبة للمجالات التدخل هي مجالات عديدة ومتعددة. اليوم نحب نقول إنه بالنسبة في مجال هم قالوا على الامتيازات الجبائية، هي برشا معناتها امتيازات الشركات الأهلية عندها برشا امتيازات جبائية باش نقولها معناتها عندها الإعفاء. مدام كي تعطيهم المعلومات الكل تويكا راهم نبقاو نحكيو في لي ورك شوب. لا في خلي لهم شويه هكا. جات في عندهم الإعفاء من الضرائب المباشرة، الخصم من الموارد، عندهم الإعفاء من المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية، الإعفاء من الأداء على التكوين المهني، الإعفاء من المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء، الإعفاء من المعلوم على الأراضي غير المبنية وغيرها يعني من الإعفاءات. وبالنسبة للشركات الأهلية بالطبيعة عندها واجباتها من التصاريح اللي يلزمها زادة تعملهم، عندها الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بالنسبة للزيكيبمون اللي يدخلوا في نشاط المؤسسة، هذوما كلهم لمدة 10 سنوات. الشركات الأهلية اليوم خرجت من دورها مما يعرف يعني انه هو مشروع صغير ولا اليوم مش عندنا شركات عملاقه تنشط في جميع المجالات، في السياحه، في النقل البري، محطات النقل البري، في الصناعات التقليديه، عندنا مجالات البيئي، عندنا شركات كبرى ستنشط في مجال الحد من انبعاث الكربون، عندنا شركات أهلية اليوم، شركة أهلية بيوغاز ببن عروس ستقوم بتحويل ترانسفورماسيون دي ديشي أورجانيك أن بيوغاز، بروبان، بيتان، غاز ليكيد، وعندها زادة في لي سو ديشي نتاعها سكون ابل لو بيوشار كي با اتر معناتها يعني transformé en biocharbon et est destiné à l'exportation يعني 100%. عندنا لي مارشي نتاع الشركات الأهلية هذوما حاضرين، عندنا البيوسيلولير في قفصة اللي هي عملت اتفاقية شراكة مع أكبر شركة أهلية صينية، عندنا الشركة الأهلية برجيم معتوق عندها اتفاقية شراكة للتسويق أيضا مع شركة من إنجلترا، عندنا عديد الشركات العملاقة باش نشوفوها إن شاء الله باش تظهر في 2025 على خاطر يطلبوا معناتها عديد الدراسات ويطلبوا عديد يعني تركيز الشركات هذه بالطبيعة يطلب أكثر وقت من الشركات الموجودة. إن شاء الله في 2025 باش تشوفوا نسق يعني مرتفع جدا لأحداث الشركات الأهلية، باش تشوفوا شركات ناشطة في عديد المجالات والتكنولوجيات المتطورة. الشركات الأهلية ما هيش فلاحة فقط، الشركات الأهلية اليوم منفتحة على كل المجالات ونحبوها تنفتح على كل شركاء على الايكو سيستيم الكل نتاعها. احنا مهمتنا تحسين مناخ الاستثمار بالنسبة للنوع هذايا من الشركات، حمايته وضمان ديمومته ويعني وهذايا، واحنا منفتحين على جميع شركائنا في تونس الاقتصاديين الكل. مرحبا بكم، احنا مادين ايدينا ونتمناو انه نتلقاو منكم زاده نفس المبادرات من اجل العمل على انجاح هذا النمط الاقتصادي الجديد اللي جاء ليس لا ليلغي البقيه وانما ليعاضد مجهودات الدوله في اتجاه تكريس كما قلت الدوله الاجتماعيه العادله. وشكرا. Merci beaucoup, Madame la secrétaire d'État chargée des entreprises communautaires. Merci pour toutes ces informations. Je voudrais vous poser une question par rapport à ce petit livret. Il est disponible, on peut le trouver. معناتها احنا كما قلت لك ديما منفتحين على الجميع. هذه السياسه نتاعنا انه بعثناه العديد الشركاء اللي بارتنير نتاعنا الكل وبعثناه لبرشا مختصين وباش يعطيونا رايهم. قاعدين نتلقاو في لي ريكومونداسيون كونسيرنو لو غيد دي سوسيتي كومونيتير، واحنا بالطبيعه ناخذوا رايهم بكل يعني احترام وتقدير ونخدموا ونبدلوا في اتجاه ديما الاصلاح وفي اتجاه انه يكون الافضل ان شاء الله. Merci beaucoup. Donc voilà, la première session est terminée. Je vous invite à passer au workshop. Donc si vous avez des idées, des recommandations, des questions, vous pourrez les poser à nos speakers, mais aussi à tous les acteurs qui ont travaillé sur ces recommandations. Donc
Je vous donne le nom des salles. Donc, le workshop secteur privé est dans la même salle. Il sera animé par Madame Emna Zoueri, qui est juste là. Le workshop secteur public sera dans la salle de commission. Donc, nos collègues là, à l'entrée de la salle vont vous indiquer comment y arriver, comment aller dans cette salle, salle de commission. Ce workshop secteur public sera animé par Madame Inès Besbès et le workshop secteur communautaire sera dans la salle Bosten. La salle Bosten, c'est la salle dans laquelle on a fait le badging. Et il sera animé par Si Yassine Slema. Merci beaucoup à tous, merci pour votre attention.